Il est exactement 8h30 du matin, le 15 avril 2023. Dans quelques minutes, le célèbre marathon de Boston, aux États-Unis, est sur le point de commencer. C'est une course historique de 42 km, qui commence dans le tunnel de la ville de Hopkinton et se termine dans la ville de Boston. Environ 25 000 coureurs se sont inscrits au marathon, allant des athlètes professionnels aux coureurs amateurs qui participent pour contribuer à l'événement. Pour expliquer encore mieux ce qui s'est passé ce jour tragique, nous devons nous rappeler qu'un match de baseball devait également avoir lieu à 11h du matin, heure locale. 66 years ago. Top two, Boston up 1-0. Ryan Dempster looking for his first win, gets Ryan Robertson the strikeout. Exactement à 9h du matin, les premiers concurrents commencent. Les athlètes en fauteuil roulant commencent la course en premier. Juste derrière, c'est la catégorie féminine qui démarre. Et enfin, pour finir, les coureurs masculins prennent le départ. Pour beaucoup de participants, le simple fait de participer au marathon est déjà un objectif atteint. Plusieurs d'entre eux ont passé des mois à essayer de se qualifier, et beaucoup courent pour la première fois. En ce moment, 23 000 participants se dirigent vers Boylston Street, où la ligne d'arrivée a été peinte en jaune et bleu sur l'asphalte, avec un chronomètre au-dessus indiquant le temps écoulé depuis le début du marathon. À ce moment-là, la rue Boylston Street est déjà bondée de personnes qui suivent et soutiennent le marathon. À 14h08, heure locale, le match de baseball qui se déroule également là, dans la ville de Boston, se termine, avec un public d'environ 37 000 personnes qui, très bientôt, marcheront dans les rues proches du marathon en cours. Parmi les personnes qui assistent au marathon, il y a une femme appelée Crystal Campbell. Le jour du marathon, elle devait retrouver quelques amis en ville, et ils avaient prévu d'assister au marathon parce que le petit ami de l'une de ses amies courait aussi. Crystal Campbell est ici, juste au bord du parcours du marathon, sur Boylston Street. Ling Zilu est une autre femme qui assiste au marathon dans la foule. C'était une étudiante chinoise de 23 ans qui étudiait les statistiques à l'université de Boston. Ce jour-là, elle ne voulait pas aller voir le marathon parce qu'elle avait un examen à la fac et devait étudier. Mais après avoir vu que son ami Dan Lingzhu et d'autres amis y allaient, elle a décidé de les accompagner. Lingzi et Dan Ling sont debout, regardant le marathon juste en face du restaurant appelé Forum, à seulement un pâté de maison de Crystal Campbell. Martin Richard et sa famille étaient également au même endroit. Martin a 8 ans et regarde le marathon avec ses parents, tout près de la barrière. C'était l'une des familles qui regardait les coureurs juste avant la ligne d'arrivée. Il est maintenant exactement 14h49, heure locale. Martin et Lingzi ne sont séparés que de quelques mètres, et Crystal se trouve juste en face de la ligne d'arrivée. Tout semble en ordre à ce moment-là, mais dans les secondes qui suivent, le pays va changer à jamais. À ce moment-là, personne ne sait exactement ce qui a explosé, mais quelque chose vient de provoquer un carnage, créant un nuage de fumée de plusieurs mètres de haut sur Boylston Street. « 30 secondes plus tard, une autre bombe explose un peu plus loin dans la rue, et c'est à ce moment-là que Boylston Street a sombré dans un chaos absolu. Près de la ligne d'arrivée, les personnes qui assistaient au marathon ont commencé à courir dans toutes les directions. Les policiers ont commencé à crier pour que tout le monde s'éloigne, car personne ne savait encore s'il y avait d'autres bombes. À ce moment précis, policiers, pompiers et infirmiers arrivent tous à la même conclusion en même temps, explosion sur la ligne d'arrivée. La coureuse Mary Gorski, qui avait terminé le marathon quelques instants plus tôt, s'est souvenue. Nous avons pensé au pire, mais en même temps, nous essayons de trouver une explication. Peut-être qu'un générateur avait explosé, une fuite de gaz, quelque chose comme ça. Nous n'arrivions pas à croire que cela pouvait être une bombe. Et, tandis que la plupart des gens couraient loin de la fumée,
certains couraient vers elle. Des policiers, des infirmiers et des bénévoles ont commencé à sauter et à arracher les barricades pour pouvoir atteindre les personnes les plus proches de l'explosion. Les victimes ont subi plusieurs types de blessures. De nombreuses personnes qui se trouvaient plus près de l'explosion ont perdu des membres. À ce moment-là, il y avait tellement de victimes que la police a dû prendre des décisions rapides, en séparant celles qui étaient les plus grièvement blessées. L'officier Tommy Barrett, de la police de Boston, s'est souvenu. Il y avait tellement de personnes gravement blessées qu'il était difficile de choisir qui aider en premier. Alors c'est ce que je faisais, j'essayais de choisir qui était le plus blessé. Certaines victimes ont été soignées sur place, directement sur les lieux, mais la plupart ont été évacuées de la zone de l'explosion et emmenées jusqu'à la tente médicale installée pour le marathon, qui, quelques instants plus tôt, servait à traiter des crampes et la déshydratation. Et maintenant, elle recevait des victimes avec des blessures extrêmement graves. 3 personnes sont mortes dans les explosions. Crystal Campbell, 29 ans, de Medford, Massachusetts, était la meilleure amie de la petite amie d'un coureur. Elle était venue voir son amie franchir la ligne d'arrivée. Crystal était connue de tous comme quelqu'un qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Lingzi Lu, 23 ans, étudiante chinoise en études supérieures à l'université de Boston. Elle était venue aux États-Unis pour se construire un avenir universitaire et passait une journée ordinaire à regarder le marathon avec son ami. Martin Richard, 8 ans, le garçon qui se tenait à côté de ses parents en regardant les coureurs. Sa mère, Denise, a survécu, mais elle a perdu un œil. Sa sœur Jane, âgée de 6 ans, a perdu une jambe. Son père, Bill, n'a pas été blessé physiquement, mais il porterait à jamais le poids de ce jour. En plus des 3 morts, 264 personnes ont été blessées. 16 ont perdu des membres. Dans les heures qui ont suivi les explosions, le FBI a pris le contrôle de l'enquête. La scène du crime était immense, plus d'un pâté de maisons ravagé sur l'une des rues les plus fréquentées de Boston. Mais il y avait quelque chose que les enquêteurs savaient depuis le début. Lors d'un événement comme le marathon de Boston, avec des centaines de milliers de spectateurs, il y avait des caméras partout. Des caméras de surveillance de magasins, des caméras de télévision, des caméras de téléphone portable des spectateurs, des caméras portées par des coureurs. Le FBI a collecté chaque image vidéo disponible de la rue Boylston dans les heures précédant les explosions. Ensuite, le travail le plus minutieux de l'enquête a commencé. Regarder des heures et des heures d'images, image par image, à la recherche de visages apparaissant plusieurs fois. Des personnes qui étaient arrivées avec de lourds sacs à dos et étaient reparties sans eux. Après des jours d'analyse, 2 hommes ont attiré l'attention. Ils apparaissaient à plusieurs reprises sur les images. L'un portait une casquette blanche, l'autre portait une casquette noire. Tous 2 portaient de lourds sacs à dos. Et tous 2 avaient été vus en train de se placer exactement aux endroits où les bombes avaient explosé. Les caméras de sécurité d'un magasin appelé Lord Taylor ont fourni les images les plus claires des 2 suspects. Le jeudi 18 avril, 3 jours après l'attentat, le FBI a diffusé les images des 2 hommes au public. Après une analyse très détaillée des photos, des vidéos et d'autres preuves, nous publions les photos de ces 2 suspects. Ils sont identifiés comme suspect 1 et suspect 2. Ils semblent être associés. Les photos publiées par le FBI ont suscité une réaction immédiate. Jouar et Tamerlan Tsarnaev, 2 frères d'origine tchétchène qui vivaient à Cambridge, dans le Massachusetts, à quelques kilomètres de l'endroit où les bombes avaient explosé. Tamerlan avait 26 ans, Jouar avait 19 ans. Ils étaient arrivés aux États-Unis des années auparavant en tant que réfugiés. Tamerlan avait tenté une carrière dans la boxe avant de se radicaliser. Jouar était étudiant à l'université, décrit par ses amis comme calme, détendu, le genre de personne que personne n'aurait jamais soupçonné de quoi que ce soit. Mais le jeudi soir, lorsque leurs photos ont été diffusées par le FBI et qu'ils ont réalisé qu'ils avaient été identifiés, les 2 frères ont pris une décision désespérée. Ils se sont enfuis. Dans la nuit du 18 avril, vers 23 h, un jeune homme nommé Dun Meng était garé dans sa Mercedes sur Brighton Avenue. Après une journée de travail fatigante, Dun Meng s'était arrêté pour répondre à un message d'un ami. Après quelques secondes, Tamerlan a abordé Dun Meng et a commencé l'enlèvement. Dès qu'il a réalisé qu'il était en train d'être enlevé, Dun Meng a aussi remarqué une Honda Civic verte garée juste derrière sa Mercedes. Voulant passer aux attaques suivantes, Tamerlan a demandé à Dun combien il avait d'argent. Dun Meng a répondu qu'il n'avait que 40 $. Ensuite, ils sont allés sur Dexter Avenue, où le frère de Tamerlan, Johar Tsarnaev, s'est arrêté derrière eux, dans la Honda Civic verte.
Djokhar Tsarnaev est monté dans la Mercedes. Tout le monde est maintenant dans la même voiture. Ils sont allés jusqu'à un distributeur automatique où Djokhar a retiré 800 $ du compte de Dun Meng. Après cela, ils se sont arrêtés à une station-service. C'est là que Dun Meng a compris que ce serait sa seule chance d'essayer de s'échapper. Dès que Djokhar est sorti de la voiture pour acheter quelque chose à manger, Dun Meng est resté à l'intérieur pendant que Tamerlan était distrait. En quelques secondes, Dun Meng a ouvert la porte de la Mercedes et a couru vers l'autre station-service de l'autre côté de la rue. Dun Meng est entré dans la supérette et on peut le voir supplier le caissier d'appeler la police. Pendant ce temps, à la station-service, après ne pas avoir réussi à trouver où se trouvait Dun, le frère Tamerlan Tsarnaev entre dans la supérette et prévient son frère qu'ils doivent partir. En quelques minutes, la police avait déjà les informations sur la voiture et sur les deux frères. Après avoir repéré les policiers, les frères ont commencé un intense échange de tirs et ont utilisé plus d'explosifs. Tamerlan s'est retrouvé à court de munitions et a été abattu par les policiers. Djokhar est monté dans la Mercedes et s'est enfui. Il a de vrais putains d'armes. Ce sont de vraies armes. Allons-y. Bonne année. Le matin du 19 avril, le gouverneur du Massachusetts a averti toute la population et l'équipe militaire a commencé à fouiller maison par maison à la recherche de Djokhar Tsarnaev. L'état de l'enquête ici à Watertown et les développements au cours de la journée. La nuit de vendredi est arrivée et Djokhar Tsarnaev n'avait toujours pas été retrouvé. Alors, un habitant de Watertown, nommé David Hanneberry, est sorti de chez lui après la levée partielle du confinement et a remarqué quelque chose d'étrange sur le bateau entreposé dans son jardin. La bâche qui couvrait le bateau était détachée. Il y avait des traces de sang. Hanneberry a immédiatement appelé la police. Les forces de sécurité ont encerclé la cour. Des snipers se sont positionnés. Un robot a été envoyé pour retirer la bâche. À l'intérieur du bateau, Djokhar Tsarnaev était blessé, épuisé et seul. Après un bref échange de tirs, il s'est rendu. Quatre jours après l'attentat, qui avait tué 3 personnes et blessé 264 autres, la chasse à l'homme était terminée. L'attentat du marathon de Boston en 2013 a été l'un des moments les plus troublants de l'histoire récente des États-Unis. Ce n'était pas à cause de l'ampleur, d'autres attaques avaient été plus importantes, mais à cause du lieu. Un événement sportif public, une tradition de plus d'un siècle, un jour de célébration collective. Le genre d'endroit où personne ne devrait avoir à penser à la possibilité d'une bombe. 3 personnes qui étaient sorties pour passer une journée ordinaire ne sont jamais rentrées chez elles. Crystal Campbell, Lindsay Lou, Martin Richard, 8 ans. Et la ville de Boston, qui avait été mise en confinement, qui avait vécu 4 jours de terreur et de chasse à l'homme, a répondu de la seule manière qu'elle connaissait. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.